Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Bienvenue à Presse Éco, votre émission hebdomadaire de débat, de commentaires et d'analyse des actualités au plan national et international avec nos chroniqueurs qui sont là, qui sont des spécialistes, des analystes, des hommes des médias. Aujourd'hui, nous allons évoquer des sujets qui ont retenu l'attention. Premier sujet, il s'agit donc de l'interdiction de la marche meeting de l'UAS et d'une coalition d'OSC pour le 16 septembre. Le gouvernement n'est pas d'accord, nous allons donc en parler. Et puis, second sujet, on reviendra sur le double sommet G5 Sahel et de la CEDEAO. Les chefs d'État de la CEDEAO étaient donc à Ouagadougou autour de la sécurité du terrorisme. Nous allons donc également évoquer ce sujet-là. Et puis, dernier sujet au plan national, c'est la situation sécuritaire que vous vivez. Nous allons donc débattre de ce sujet au plan national. Et puis, en international, c'est la Côte d'Ivoire où un meeting inédit a eu lieu. Il s'agit d'un meeting conjoint FPI, PDCI, RDA. On va donc en parler avec mes invités qui sont sur ce plateau. Sur ce plateau, Mamadou Ali Compaoré, il est journaliste à la RTB Télévision Nationale, ancien rédacteur en chef et ancien présentateur du journal Le 20h. Merci Ali d'être sur ce plateau. Et puis à ma droite, j'ai Vokouma Joachim, il est journaliste, directeur de publication de Kasseto.net, qui est un journal en ligne. Merci Vokouma d'être là. Et puis juste à sa gauche, Évariste Faustin Consebo, chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole de FORAC. Nous attendons d'ici là André-Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles, qui va nous rejoindre sur ce plateau. On commence donc les sujets, mais avec une actualité, comme on a l'habitude de le faire, les mises en bouche. Il s'agit donc de la santé du général Bassolé qui est donc incarcéré. On le sait bien, il doit purger une peine de 10 ans en prison, mais là n'est pas le problème. La question, c'est sa santé. Aujourd'hui, le général est souffrant. La NAFA a fait donc une sortie pour demander toujours son évacuation. Ali Moadou Compaoré. Bon, effectivement, le général Bassolé a été condamné à 10 ans dans le procès. Ça, c'est un fait. Il n'y a plus grand débat autour de la question. Mais ce qui préoccupe l'opinion et notamment ses camarades de la NAFA, c'est bien entendu sa situation sanitaire. Vous vous rappelez que le juge avait ordonné une mise en liberté provisoire et cette mise en liberté provisoire avait été ramenée en résidence surveillée. Ensuite, il avait obtenu une évacuation en Tunisie. Il est revenu sur la promesse d'aller en Turquie et depuis longtemps, ce n'est pas fait. Et jusqu'à ce que les verdicts du procès aient été prononcés, verdicts assez lourds pour lui quand même, au vu de sa santé. Je dois vous dire que de temps en temps, j'ai rendu visite au général Bassolé chez lui à la maison. Et quand on dit que le général Bassolé est malade, ce n'est pas de la rigolade. Il est très malade. Il faut que notre État essaie de voir cette question pour lui trouver les moyens de se soigner, parce que ce n'est pas une condamnation à vie. Ici, je ne sais pas non plus, il n'y a plus la peine de mort au Burkina Faso. Cette peine de mort a été levée, même si on sait que ça a été levé pour favoriser l'extradition de François Compaoré. Bon, bref, ça c'est un autre débat, on en parlera certainement un de ces jours. Mais aujourd'hui, le général Bassolé est réellement malade. Donc, il veut aller se soigner à ses propres frais. Je pense quand même que notre État, la prison, ce n'est pas pour le tuer. On peut quand même trouver les moyens pour que le général Bassolé aille se faire soigner. Il reviendra purger sa peine tranquillement. Je ne pense pas qu'on met quelqu'un en prison pour le voir mourir. Autant l'amener directement dans un peloton d'exécution. Ça sera beaucoup plus honnête, plus sérieux. Vokouma, on en a vu que le général il est condamné, ça c'est déjà un fait bien connu. On a vu que les partis lors du dialogue politique, il avait été fait un plaidoyer en faveur de son évacuation. Et puis après, il y a eu une procédure administrative et puis après tout s'est arrêté. Aujourd'hui, il quitte la résidence surveillée pour la MACA, d'où il était déjà parti pour question de santé. Alors est-ce que, comme certains le disent, c'est un condamné à mort? Non, ce n'est pas un condamné à mort. C'est pas un condamné à mort. Cette semaine, on a vu la lettre, le cri d'alarme de sa fille, qui a supplié pratiquement le gouvernement d'autoriser son père pour aller se faire soigner. Bon, ce qu'on sait, c'est que ses avocats avaient fait une demande pour qu'il puisse sortir du pays et aller se soigner. Le président du tribunal avait simplement pris acte de la demande. Donc, il n'avait pas eu l'autorisation, parce qu'on avait lu dans la presse que l'autorisation avait été donnée par le président du tribunal. Ce n'est pas exact. Il avait simplement pris acte. Donc, il faut attendre que le président du tribunal donne son accord. Et à ce moment-là, je pense que le gouvernement va accélérer la procédure pour qu'il puisse sortir. Les informations que j'ai publiées même cette semaine, j'ai appris qu'effectivement la procédure a été lancée et que très probablement, M. Bassolé va pouvoir sortir pour aller se soigner. Dans les informations qu'on a, quelle est la réalité de la santé du Bassolé?
Bon, Est-ce qu'il s'y tient toujours sur les deux pieds? bon, je ne l'ai pas vu personnellement, donc je ne peux pas répondre à cette question. Mais moi, je crois bien à la sincérité du cri d'alarme de sa fille, qui dit que son père est dans un... Et de la NAFA également. Et de la NAFA, qui disent que son père est dans un mauvais état. Donc, bon, moi, je fais confiance à ce qu'ils disent. Donc, est-ce qu'il tient sur ses pieds? Je ne sais pas. Il faudrait que je le voie pour pouvoir répondre à cette question. Évariste Concebo. Non, c'est vrai que dans cette histoire, on a le cœur un peu fendillé parce qu'il n'y a pas eu que sa famille, il y a même eu le CFOP, il y a eu même le CDP qui est sorti. Et le CDP a demandé l'implication personnelle du chef de l'État. Et c'est en cela que je dis à mes amis insurgés que l'insurrection a échoué. Parce que pourquoi? On ne s'est pas battu pour que dans un pays, la vie d'un individu dépende d'un autre individu. Ça, je le dis net. Sur ce point-là précis, je dis que l'insurrection a échoué. Si c'est pour revenir à ce qu'on supplie un gouvernement, et d'abord même c'est une question de justice. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement ou le président du FASO devrait être dedans, mais malheureusement c'est la réalité. Voilà. Merci Évariste Concebo. André Géniblou qui nous a rejoint. Oui. Non, sur ce plan-là, je pense qu'il faut encore réaffirmer que nous sommes dans une république et dans un état de droit. Et dans une république et dans un état de droit, c'est le droit qui gouverne tout le monde. M. Bassolé a des droits et il a des devoirs. Et l'État, la République doit assurer chaque individu à jouir de ses droits. M. Bassolé ne peut pas mourir, ne doit pas mourir parce que quelqu'un a refusé qu'il exerce ses droits. Donc on doit lui permettre simplement de se soigner. Un citoyen lambda, quand il est malade, il va dans un CMA pour se soigner, c'est son droit. Il peut aller dans une clinique privée, il peut aller dans un centre hospitalier régional ou universitaire national. C'est son droit le plus absolu. M. Bassolé demande qu'on lui permette d'aller se soigner à ses frais. C'est à l'État de prendre les moyens et les mesures nécessaires pour que s'il est un prisonnier, il ne s'évade pas dans la nature et une fois qu'il s'est soigné... Mais le général était déjà allé en Tunisie. En son temps, il n'était pas prisonnier. Disons qu'il n'était pas condamné. Oui. Mais il y avait une escouade qu'il a c'est ce que j'ai dit. Au frais de l'État pour aller, gendarmes, policiers, etc. Voilà, vous confirmez ce que j'ai dit. Mais maintenant qu'il est condamné, c'est encore plus facile sur le plan diplomatique d'envoyer soigner... Non, vous savez, quand il faut défendre les droits, c'est avec constance et rigueur. Ce que nous demandons qu'on respecte pour M. Bassolé, nous le demandons qu'on le respecte pour moi-même. Et si un jour, les tenants du pouvoir ont un problème un jour, parce qu'ils ne peuvent pas jurer, j'ai un imam qui m'a dit, il y a 2 endroits qu'il faut toujours y aller, même si tu n'as rien. C'est au commissariat et dans une école. Parce que toi-même, tu peux être dépassé l'école, tu peux jurer que tu ne feras rien qui t'amène au commissariat, mais si ton neveu va au commissariat, tu es obligé d'y aller. Ce que nous demandons à ce qu'on fasse pour M. Bassolé, c'est que les tenants du pouvoir aujourd'hui ne peuvent jurer de rien. Ce qui arrive à M. Bassolé aujourd'hui peut leur arriver demain. Et nous serons les premiers à nous battre pour qu'ils puissent jouir de leurs droits. Merci. Oui. Voilà. Je pense que c'est, compte tenu du statut de M. Bassolé, je pense que c'est des mesures de sécurité. Quel statut, par exemple? Mais c'est quand même un homme politique qui a été ministre des Affaires étrangères, qui a joué un rôle important dans la gestion de plusieurs conflits. Bon, c'est quand même une personnalité politique. Mais il était allé en Tunisie. Et qui est général. Oui, bien sûr. Oui, même en Tunisie, des mesures avaient été prises pour assurer sa sécurité et son retour au pays. Je pense que c'est ce type de mesures peut-être que le gouvernement... Que l'État traîne pour le moment pour le faire. En train de mettre en place voilà. Je n'en sais rien, c'est une hypothèse que j'émets. D'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette hypothèse. Bon, ok, d'accord. On a un État quand même qui est capable voilà, c'était juste pour une mise en bouche. Voilà, c'était juste pour ça. On ne va pas non plus aller plus loin, mais pour répondre à la question, selon moi aussi mes informations, le général ne tiendrait pas sur les pieds. Merci. On continue pour le second sujet, qui est donc l'interdiction de la marche meeting, disons grève et marche meeting de l'UAS et d'une coalition d'OSC au Burkina qui est prévue pour le 16 septembre, donc lundi prochain. C'est dit jour de commémoration, d'anniversaire de la résistance du 16 septembre 2015 au Push manqué. Alors, on a vu deux courriers qui ont circulé qui disent ensemble la même chose. Le gouvernement n'est pas d'accord, le gouvernement ne veut pas de cette marche et l'interdit. Est-ce que c'est un bon choix pour le gouvernement aujourd'hui d'interdire une marche? Moi, je n'ai pas vu une note expressément qui interdit la marche.
Je n'ai pas vu cette note-là. Peut-être si ça existait. Alors moi, je peux rapidement donner quelques éléments. On a par exemple la réponse à la lettre donc, de l'UAS qui demandait un accusé de réception, la lettre du SG, donc du gouvernement et du Conseil des ministres, signée PO, bien sûr, où il est mis en objet refus de délivrer un accusé de réception. Et dans la suite, il est dit, par la présente, j'ai le regret de ne pas vous délivrer le dit document qui constitue une pièce maîtresse de la légalité de votre action au regard de l'article 4 de la loi 45-60 AN du 25 juillet 1960 relative au droit de grève au Burkina qui prescrit 15 jours francs. Oui, bon, on était dans une polémique sur la forme. Est-ce que la lettre a été déposée dans le délai? L'UAS dit oui. Le ministre de la communication, le porte-parole du gouvernement, dit non. C'est une guéguerre sur la légalité, sur la forme du dépôt de la lettre. Mais ce que tu viens de lire ne dit pas expressément que la manifestation est interdite. Alors, je peux continuer pour vous donner les éléments de débat. Il y a un message radio porté du gouverneur de l'Est qui dit exactement « Informer autorités locales ». Il écrit donc au commissaire de son ressort « Informer autorités locales de vos ressorts respectifs pour dispositions utiles à prendre en vue du respect des textes encadrant droit de grève et sauvegarde sécurité nationale ». Mais il a débuté par dire on est vous informer, réponse non favorable du gouvernement à la grève et à la marche envisagée le 16 septembre par l'UAS et les OSC. En tout ce que tu as dit au début, et ça, il y a une nuance. Voilà, c'est une lecture que le gouverneur de l'Est a fait de cette réponse-là. Mais bon, il faut que les choses soient claires. Le droit de grève, le droit de manifester, c'est un droit qui est garanti par la Constitution burkinabé. Et je pense que dans ce pays-là, c'est très rare, ces dernières années, qu'on ait interdit comme ça une guerre. C'est très rare. Une manifestation, une grève, c'est très rare. Je pense qu'il y a même une inflation de grèves, de manifestations, et compte tenu du contexte, je ne pense pas que toutes les manifestations soient toujours bien indiquées. Donc, sur ce point-là, c'est un acquis qu'il faut consolider. Mais si le gouvernement décide que cette manifestation-là est interdite, il faut que ça soit clair, qu'ils le disent aujourd'hui même, parce que c'est prévu demain la manifestation, qu'ils le disent et qu'ils prennent des mesures pour éviter qu'il y ait un désordre dans la ville. Parce que si la manifestation est interdite, il faut que tout le monde le sache. On ne peut pas rester dans ce flou sémantique où les gens comprennent que c'est interdit, d'autres disent que ce n'est pas interdit. Il faut que ça soit clair. Aujourd'hui, le gouvernement doit clarifier ça pour que demain, on sache si oui ou non les gens peuvent aller à la place de la nation tranquillement pour participer au meeting et à la manifestation. Si ce n'est pas le cas, effectivement, que le gouvernement assume ses responsabilités en disant clairement la manifestation est interdite et mettre les moyens pour éviter que Ouagadougou ne se transforme en Gaza. Voilà. Est-ce qu'on ne va pas évoluer pour comprendre, en fait, on lit tous, on sait ce qui s'est dit, quand on dit qu'il y a une réponse non favorable et qu'on a vu le porte-parole du gouvernement qui a dit que c'est 15 jours francs alors que l'UAS était fort clos. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de possibilité. Et ici, il est question de la légalité dans le courrier du secrétaire général du gouvernement qui dit que l'accusé de réception est une pièce maîtresse dans la légalité de votre action. Donc, une action illégale n'est pas autorisée. Non. Encore une fois, je martèle que nous sommes dans une république qui a des lois. Une marche, on informe et on vous donne, on prend acte et on vous donne l'autorisation et on encadre la marche. Une grève, vous l'annoncez. C'est vrai que les deux parties, ce sont des gens qui se cherchent mutuellement. Les syndicalistes cherchent le gouvernement et le gouvernement cherche que les syndicalistes les cherchent. Dans une bagarre comme ça, il n'y a pas d'entente possible parce que les gens ne veulent pas la vérité. Sinon, la marche, si elle était dissociée, on fait la marche aujourd'hui, puisqu'on informe 3 jours avant, selon la loi, et vous faites votre marche. La grève, nous sommes dans une république. Si le gouvernement estime que ceux qui ont fait la grève ne respectent pas la loi, mais les outils sont prévus pour quelqu'un qui ne respecte pas une loi, on prend une sanction. Si le gouvernement veut dire aux gens, attention, vous allez aller en grève, mais ce n'est pas conforme à la loi, et je risque de vous sanctionner si vous faites la grève, si c'est entendu pareil, c'est bon. Mais le gouvernement ne peut pas empêcher les gens de faire une grève. Il y a la police sur la voie. On vous dit quand le feu est vert, vous vous arrêtez. Si vous vous arrêtez, la police ne vous attrape pas. Si vous brûlez le feu rouge, la police vous attrape, c'est la loi. Laissez les gens faire leur grève. Si vous trouvez que la grève est illégale, vous les sanctionnez.
Et s'ils ne sont pas d'accord, ils iront devant le tribunal administratif et on verra. Mais je pense que le gouvernement cherchera une bagarre et épuise ses forces pour des choses qui n'en valent pas la peine. Laissez les gens manifester. Et s'il y a un problème, vous statuez. Bon, mais il faut dire maintenant que si nous avons un gouvernement qui a peur de prendre ses décisions et d'assumer ses décisions, on le voit. Alors, Évariste, moi, je crois que ce qui pose problème, c'est la date. Ce n'est pas tellement l'autorisation, mais n'oubliez pas quand même que c'est le 16 septembre et c'est quand même un symbole d'une résistance face à ce que les gens appelaient le coup d'État de septembre. Donc, et qu'on revienne donc faire une marche meeting de grande envergure à cette date-là, vous voyez, ça remet en cause beaucoup de choses. Donc, mais ceci étant, cette ambiguïté qu'entretient... Rappelez-vous du cas Zaïda, ça c'était clair, on lui a dit qu'il ne pouvait pas marcher. Donc, en fait, c'est un gouvernement qui marche par embuscade. Et là, ils sont un peu coincés parce que cette marche-là, les ténors, ce n'est pas Zaïda, c'est autre chose. Et en même temps, ils ne peuvent pas interdire parce que si vous interdisez que vous ne donnez pas les moyens et vous êtes désavoué, donc ils sont dans une situation très inconfortable quand même. Ouais, ça, il faut reconnaître. Mais il y a également aussi un autre aspect qui est là. On a vu par exemple des mouvements de désolidarisation. On a vu par exemple des syndicats qui sont désolidarisés. C'est au regard de la plateforme, ça je dis, il y a des points. Quand on dit que c'est pour défendre les libertés individuelles qui sont menacées, les problèmes en fait sécuritaires, mais là il y a des points, parce que j'ai regardé la plateforme. Quand on me dit par exemple le départ des bases françaises du Burkina, bon, il faut s'arracher les cheveux pour comprendre le lien. Bon, mais c'est vrai qu'on est dans un... Bon, c'est vrai que les autres syndicats, les syndicats libres qui ne voient pas certes la lecture, eux, ils sont peut-être plus traditionnalistes. Ils disent qu'il faut se cantonner à la défense des intérêts des catégoriels. Mais c'est vrai qu'eux, ils posent un problème beaucoup plus national. Et de ce point de vue, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas plutôt associés au CEFOP, qui est politique, qui pose... C'est des questions de gouvernance qu'ils posent, en fait, quand vous regardez la plateforme. D'accord. Alors, Ali, sur cette question. Sur la question, je pense que ceux qui m'ont précédé ont déjà presque tout dit. Il y a une ambiguïté du gouvernement par rapport à cette marche. Bon, on écrit des textes et puis on demande d'interpréter. Ça, c'est un flou artistique fait à dessein pour un régime frileux. Et ça, c'est pas normal. Si la grève est accordée, on dit on accorde la grève. Si la grève n'est pas accordée, on dit on n'accorde pas la grève. Et puis c'est tout. Et puis quand on parle du 16 septembre, je pense que s'ils ont peur du 16 septembre, ça me fait rigoler. Je pense que si c'est la date qui les effraie, c'est pas sérieux. Parce que normalement, si Chérif devait être à la tête de cette grève-là, parce qu'il a été le héros du 16 septembre, c'est lui qui a appelé à la résistance. Donc pour cette grève, cette date, je ne comprends pas pourquoi il s'oppose à ça. Ceci étant, les syndicats manifestent toujours, ils choisissent aussi des prétextes, ils choisissent des dates importantes pour manifester, et tout le monde le sait. Voilà, c'est comme si le 15 octobre arrivait et puis que des Sankaristes veulent sortir pour manifester la mort de Thomas Sankara. Quelqu'un aurait dit ne le faites pas. Je crois que ce n'est pas sérieux. Il faut laisser les gens manifester, encadrer et faire jouer la loi. S'ils manifestent sans autorisation, que vous arrivez à prouver qu'ils manifestent sans autorisation, la loi prévoit des sanctions dans ce terme. Sinon, on ne peut pas rester pondre des papiers laconiques qui ne veulent rien dire. Chacun n'a qu'à interpréter à sa manière. Ça, c'est une façon de dire non. Et quand on écrit ce genre de papiers, c'est pour dire qu'on ne veut pas. Mais on n'a pas le courage de dire on ne veut pas. Mais on a vu aussi que l'un des arguments qui ont été avancés, ça et là, quand on écoute en fait, ce qui se dit de la part du gouvernement ou de certaines personnes qui défendent la position du gouvernement, notamment les commerçants qui sont sortis, voilà, pour dire qu'il faut d'abord rester dans un contexte où on est en guerre, il y a la sécurité, etc. Mais dans le message aussi du gouverneur de l'Est, on voit par exemple que les raisons sont notamment le fait que les textes ne sont pas respectés, mais aussi la sauvegarde de la sécurité nationale. Bon, ce qui est certain, ça c'est un fait aujourd'hui que notre pays est dans une situation difficile. Ça, personne ne dénie ça. Maintenant, si des gens veulent manifester, que d'autres ne veulent pas manifester, ils avancent les arguments. La manifestation n'est pas obligatoire. Il faut rappeler ça à ceux qui sont contre la manifestation. Donc ils peuvent rester chez eux. Ceux qui veulent manifester aussi, en dépit de la situation sécuritaire difficile, ils ont le droit. C'est au gouvernement de donner les arguments pour dire vous ne pouvez pas manifester parce que cela. Simon Compaoré avait tracé des zones rouges à Ouagadougou. Et il a oublié ça ou bien quoi? D'accord. André, Eugène? Non, moi je voulais dire, non, je crois que il faut permettre simplement à l'exercice, chacun doit exercer ses libertés en conformité avec la loi. Si vous êtes contre la loi, etc. Maintenant, dans un État, effectivement, aujourd'hui, un citoyen simple burkinabé peut dire, écoutez, de toutes parts, on est cerné par les terroristes.
il ne faut pas que nous en rajoutions. C'est un peut-être argument que l'on peut dire. Mais c'est au gouvernement de prendre acte. Parce que quand les chefs d'État sont venus ici, vous n'avez pas pu circuler dans la ville. On a mis toute la sécurité en place pour protéger 5 ou 10 personnes. Mais ces militaires qui les protègent là, ils sont où? Ils sont toujours à Ouattara. Ces militaires-là aussi peuvent encadrer encore ceux qui veulent faire la grève, ceux qui veulent faire marcher. Parce que l'aspect de la sécurité, je vous ai dit, ces deux camps, en fait, il ne faut pas mettre le doigt entre le corps et l'arbre. Parce que chacun sait, comme disent les gens, là où tu es parti te cacher, là, c'est là où nous, on dort. Les syndicalistes, ce qu'ils font, le gouvernement le sait et le gouvernement aussi sait ce qu'il cherche. D'accord, avant de vous donner la parole, je voudrais juste dire aux téléspectateurs qu'ils ont la possibilité d'appeler parce que cette émission est interactive. Dans la deuxième partie, on va pouvoir échanger. Donc vous appelez, vous inscrivez et puis on vous rappelle. Oui, l'argument de la sécurité sécuritaire instable pour bloquer la marche, je trouve que c'est puéril. Parce que, en fait, justement, parce que cette marche, un des objectifs, c'est d'attirer l'attention, de dénoncer et de demander des moyens pour régler la situation. Donc, c'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on doit aller dormir et ne pas se manifester ou ne pas s'exprimer. Je ne trouve pas du tout ça, je ne sais pas. Conséquence, aujourd'hui, on a vu par exemple l'UAS, en tout cas la coordination UAS-OSC, qui ont donné un point de presse. Alors là, ils sont catégoriques. Quelle qu'en soit la décision du gouvernement, la manifestation aura lieu. Oui. Bon, juste pour rebondir sur la dissension qu'on a constatée au sein de l'UAS, quand le syndicat libre et indépendant fait une déclaration de presse pour dire qu'il s'est désolidarisé de la grève et appelé ses militants à ne pas participer à la grève, comment ils expliquent ça? Il faut se rappeler que le 17 août, il y a eu une grosse AG à la Bourse du Travail. Et c'est lors de cette AG-là que dans les résolutions, l'UAS a décidé d'élargir la base de la lutte là, en associant d'autres organisations démocratiques. Et dans la plateforme, il y a le point qu'Évaris a évoqué, les bases militaires, mais il y a aussi un autre point qui est qu'ils exigent l'autopsie du corps des 2 militants de l'ODJ qui ont été tués dans le Yaga. Vous voyez? Donc, je pense que ce sont ces points-là qui font l'objet de dissensions parce que certains estiment que ce ne sont pas des revendications syndicales comme le respect du code du travail, les indemnités, et puis voilà, tous les points que les syndicats développent habituellement qu'on connaît. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans le monde syndical, depuis ces 2-3 dernières années, on a toujours vu ça. C'est le même groupe qui n'est pas allé à la conférence, ou qui est allé plutôt siéger à la conférence sur la réforme, la mise en place de l'organisation. Et chaque fois, ils sont en train d'aller prendre le contre-pied de l'UAS. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui s'exprime? Parce que les questions d'autopsie, etc., c'est des questions de démocratie. Oui, mais bon, certains estiment que c'est peut-être une revendication qui n'est pas spécifiquement syndicale. Mais le problème dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas une frontière nette entre syndicalisme et activité politique. D'ailleurs, Bassolman le rappelle que le syndicat a joué un rôle dans l'échec du coup d'État. Ils ont enclenché un mouvement de grève qui a paralysé un certain nombre d'activités, donc qui a conduit les politistes à, entre autres en tout cas, à renoncer. Donc la limite entre l'activité purement syndicale et l'activité politique est très ténue. Et là, on est dans ce cas de figure. On demande le relèvement des salaires, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, les indemnités, la révision du code du travail, les libertés syndicales. Et en même temps, on demande d'autres choses qui ne sont pas spécifiquement syndicales. Oui, mais on a vu aussi que les syndicats, comme Bassolman l'a dit, mais les syndicats, on se rappelle encore l'affaire Norbert Zongo dans la coalition, les syndicats y étaient. Oui, c'est sûr que même en 1966, c'était comme c'est pareil. Voilà, ce sont des syndicats qui ont été au devant de la lutte et Maurice Yamouro est tombé. Voilà. Vers où allons-nous? Bras de fer qui... C'est vrai que les syndicats peuvent être amenés à se prononcer sur des questions qui ne sont pas directement catégorielles, mais qui touchent à la vie de la nation. Et c'est vrai, on a vu le cas en 1966 et même en 2014, ils ont fait fusion avec le monde politique parce que la situation l'exigeait. Peut-être que c'est vrai qu'ils ont fait une lecture. Bon, et cette lecture a ressorti. Moi, je n'ai pas vu en fait les autopsies dont tu parles là, mais je sais qu'il est question de justice et de vérité. Peut-être que la plateforme définitive a été faite, et c'est sur ça, mais je n'ai pas vu ça. Mais en fait, c'est des détails. Bon. Maintenant, ce qui est sûr, c'est vrai que c'est des points qui touchent la vie de la nation. Et c'est vrai que c'est un groupe quand même conscient, organisé, et qui a son mot à dire. Bon, maintenant, c'est vrai que les autres, ce n'est pas une première que les autres ne suivent pas. Mais ce qui est sûr,
En dehors de quelques points qui, moi, me gênent, comme je l'ai cité, par exemple, la situation sécurité, parce que quand vous demandez aux bases étrangères de partir et sans avoir un répondant, quelque chose d'efficace sur le terrain, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est des débats. Mais notamment les questions de liberté et autres, tout ça, je pense que c'est fondé. Merci à vous. On continue. Non, moi, Oui, Ali. Oui, sur cette question, quand on parle de politique, de syndicalisme, en fait, quand on caractérise les hommes politiques, il y a deux types d'hommes politiques. Il y a les hommes politiques de type parlementaire qui ont obtenu un mandat, ils sont allés aux élections, mais aussi il y a les hommes politiques de type démagogique. Et le mot démagogique, là, n'est pas péjoratif dans ce sens, notamment les syndicalistes, les OSC, tout ça. Ce sont des hommes politiques de type démagogique. Ils s'organisent entre eux, ils n'ont aucun mandat national. Peut-être qu'on va dire, oui, on va dire la citoyenneté qui s'exerce. Oui, la citoyenneté démocratique. Voilà, c'est l'homme politique au sens citoyen. Au sens citoyen. En tant qu'acteur de la société. C'est ça. C'est pas Donc, forcément démagogique. Oui, c'est pour ça que je dis que le mot démagogique n'est pas péjoratif ici. Voilà. Donc, ce sont des gens qui participent à la vie. Donc, quand ils parlent de l'autopsie sur les deux messieurs tués dans le Yaga, les deux membres responsables de l'ODJ tués dans le Yaga, moi, je pense qu'il y a quel souci à demander l'autopsie sur des gens qui ont été assassinés. C'est ce qui manque toujours. Ce sont ces pièces-là qui manquent chaque fois quand on se retrouve devant les procès. On dit il est mort si on l'a tué là, on ne sait pas qui l'a tué, on ne sait pas quelle balle l'a tué. Et puis après, ça vient parasiter les décisions prises, souvent de bonne foi par nos juges. Mais ils n'ont pas d'éléments pour apprécier. Merci. Donc je pense qu'il faut en tenir compte. Pas Merci. On va continuer le débat dans le cadre des échanges avec les téléspectateurs qui certainement vont revenir sur ce sujet-là. On va continuer. Double sommet, donc G5 Sahel, CEDEAO. On attendait, donc on a tous suivi. Le G5 Sahel a siégé, a fait donc son sommet à Ouagadougou, extraordinaire. Et la CEDEAO aussi a suivi jusqu'à hier, samedi. Alors pour le G5 Sahel, on s'attendait à ce qu'on vienne parler de terrorisme, mais là, apparemment, on parle désormais d'électricité. Est-ce que ce virage-là, on peut le comprendre? C'est quand même... Ali. Bon, je pense quand même que dans les causes que les gens avancent pour la montée des terrorismes ou de l'extrémisme violent, les gars mettent en cause les questions économiques. Ils pensent peut-être qu'en développant certains endroits, le terrorisme violent va disparaître. Peut-être que c'est pour cette raison qu'ils ont mis dans l'ordre du jour les questions économiques. Alors, je voudrais juste préciser pour que les téléspectateurs comprennent. Le G5 Sahel a été, en tout cas, la thématique première, c'est le lancement de l'initiative Desert to Power. C'était en anglais. L'objectif est de fournir d'ici à 2030 l'électricité à 60 millions de personnes. Aujourd'hui, nous parlons de sécurité des gens, des déplacés, etc. Et le G5, qui est la superstructure sahélienne, vient nous parler de l'électricité. Bon, je dis, bon, ils pensent qu'en résolvant un certain nombre de problèmes, ils mettraient fin aux questions d'insécurité. C'est pour ça qu'ils ont annoncé ça. Mais je pense qu'ils ont mal pour finir leur affaire. Parce que pour pouvoir installer ce truc on ne peut pas installer l'électricité dans des zones en insécurité. Donc, il faut d'abord pacifier ces zones-là. Et puis ensuite, pour éviter, si leur analyse, leur constat de la situation est exact, pour pouvoir pacifier ces zones-là, il faut d'abord pacifier ces zones, installer maintenant les infrastructures économiques pour que les gens puissent travailler. Mais sinon, tel qu'ils ont formulé là, je ne vois pas quelqu'un se retrouvant là-bas. Par exemple, je prends un exemple simple, à Baraboulé ou à Dablo ou à Bassalgo, dans les villages là, est-ce qu'on peut aller mettre de l'électricité? Est-ce que c'est ça qui est le besoin aujourd'hui là-bas? Ce n'est pas ça qui est le besoin, mais il faut comprendre, pour comprendre un peu ce qu'ils disent. À la création du G5, c'est un cadre de coopération pour mener des actions contre l'insécurité et aussi des actions de développement. Je pense que donc, ce qu'ils ont soulevé comme question de l'énergie rentre dans le cadre des actions de développement. Mais c'est vrai que il n'y a pas que l'électrification dans les zones dont vous venez de citer qui pose problème, même la construction. Nous avons des amis entrepreneurs qui ont des marchés pour construire des écoles dans des zones qui ne peuvent même pas se déployer. Et hier, je discutais avec des gens qui avaient des marchés pour installer, par exemple dans le cas de la TNT, mais il y a des zones où ils ne peuvent pas y aller. Donc ça, c'est clair. Maintenant, c'est vrai qu'en revanche, ils ont fait une autre proposition qui m'a semblé peut-être intéressante, c'est l'associer de l'implication des forces paramilitaires dans la lutte, je pense, contre le terrorisme. Mais ça suppose beaucoup de choses. Ça suppose même quasiment des réformes. Donc peut-être nous allons aborder l'autre sujet parce que c'est transcendant. Donc c'est un peu ça. Bon, sur le parce lien, que beaucoup de personnes se posent la question, quand on parle G5 Sahel,
on voit les forces Barkhane, on voit des interventions, parce qu'au Burkina, on s'est dit, mais on attaque des détachements, on n'entend pas dire qu'il y a un soutien aérien. On s'attendait à ce qu'on pose des questions comme ça, mais quand on vient parler d'électricité, en ce moment précis, ça étonne tout le monde. Ça a été évoqué par le sommet de la CEDEAO, donc on va y arriver. Oui, voilà. Bon, moi personnellement, c'est une façon de désorienter un peu la question. Moi, personnellement, je ne suis pas très rassuré, très convaincu par le lien entre pauvreté et terrorisme. C'est une thèse qui ne m'a pas encore pour l'instant convaincu. Parce que, moi je l'ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est terroriste. Et les terroristes ne sont pas des pauvres. Ceux qui commettent les actes terroristes ne sont pas des gens qui sont pauvres. Quand on regarde le profil depuis très longtemps, en passant par le 11 septembre, les gens ont pris des cours dans les écoles de pilotage privées pour aller commettre les actes. Ceux qui ont écrasé les Français à Nice comme des crapauds, ce n'est pas un gars pauvre. Ceux qui ont commis les attentats, quand on regarde, ce n'est pas des pauvres. Ce n'est pas des pauvres. Le lien entre pauvreté et terrorisme me paraît... Personnellement, je n'ai pas encore d'éléments... Pour continuer, est-ce qu'on ne peut pas faire la part entre le terrorisme du monde occidental, où il est plutôt idéologique, et le terrorisme chez nous, ici, dans le Sahel, où les gens n'ont même pas... Non, mais juste pour donner des éléments, quoi. Je suis d'accord avec ton développement, mais ça, c'est les commanditaires. Mais maintenant, on recrute des pauvres. Vous savez très bien que dans la zone sahélienne, nous est revenu, par exemple, que pour organiser un attentat, vous mettez quelques millions, les gens prennent et ils remettent à leur famille. Donc, c'est quoi? On recrute les soldats qui viennent se faire exploser. On les recrute sur quelle base? Parce qu'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils sont illettrés, ils sont analphabètes. Donc, c'est ce point de vue quand même, il faut l'intégrer dans ton analyse. Ce sont des outils qu'on utilise. Voilà. Oui. Moi, j'attends qu'on m'établisse ce lien-là de façon claire pour que je puisse me rassurer ou en tout cas être convaincu. Alors, malheureusement, je n'ai pas les références, mais une étude a démontré au nord du Mali que la première des raisons, elle est plutôt sécuritaire. Donc, les gens eux-mêmes s'enrôlent pour leur propre sécurité, la sécurité de leur famille. Mais la deuxième aussi, c'est la pauvreté. Et il y a jusqu'à 4 raisons. Oui. Bon, moi, je n'ai pas encore vu un groupe terroriste qui a dit on frappe le Capuchino parce que nous sommes contre la pauvreté qui nous frappe depuis longtemps. Non. Les motifs du terrorisme, là, pour l'instant, ceux qui nous frappent en tout cas, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils veulent. Quel est leur motif? Quelle est leur motivation? Que veulent-ils exactement? C'est ça toute la question. Que veulent-ils? Il n'y a pas de revendication. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est un territoire qu'ils veulent? Est-ce que c'est lutter contre les inégalités? Est-ce que c'est pour protester contre des inégalités? On ne sait pas. On va y arriver de façon plus précise dans notre troisième sujet. Mais là, on parle de la réorientation, on va dire comme ça, en tout cas dans notre perception de la perspective au niveau du G5 Sahel qui parle d'électricité, d'électrifier des villages, au moment où on parle peut-être d'armer des gens, d'entraîner, de former. Non, il ne faut pas donner raison à un président qui avait dit que pour noyer un problème, il faut créer un comité ou une commission. Le G5 Sahel, dans l'imagerie populaire, c'est l'organisation mise en place pour s'occuper de la sécurité au Sahel et pour combattre les terroristes. Voici l'image que les citoyens lambda... C'est pas même pas l'image, c'est le cœur même du G5. C'est-à-dire que sa raison d'être première, c'est de lutter contre les terroristes. C'est ça sa raison d'être. Il y a deux objectifs. Merci de me confirmer. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas s'éparpiller. Et il faut, si vous avez créé une cellule, une structure pour s'occuper d'un problème précis, faites en sorte que cette structure-là s'occupe de ce problème précis. C'est simplement ça. Je pense que nos chefs d'État, ils n'ont pas à se laisser balader comme les citoyens lambda. C'est eux qui sont à la tête de nos républiques et c'est eux qui sont chargés de nous protéger et de nous sécuriser. Vous avez mis le G5 Sahel en place. Si vous trouvez que c'est un machin, supprimez-le. Parce que ceux qui s'occupent de l'énergie, au Burkina, c'est la Sonabel. Il y a Nigélec, en Côte d'Ivoire, il y en a un. Mettez ces gars-là ensemble pour dire, d'ici 2030, là, nous voulons que le petit hameau ait son électricité. Le problème va aller. Parce que c'est eux qui font ça. C'est pourquoi j'ai dit, moi, je n'arrive pas à comprendre. D'accord.
Oui, mais le verre était déjà dans le fruit, puisque quand on l'a créé... Non, je l'ai dit, allez revisiter les textes qui ont créé, l'ont mis en place le G5. Il y a des actions de sécurité comme il y a des actions de développement. Maintenant, c'est vrai, les militaires, leur travail, c'est la sécurité, les FDS de façon générale, et il y a d'autres compétences pour donc le volet électricité. Alors, mais la question qu'on se pose de façon plus précise et claire, quand on parle de développement, ok, on parle de sécurité, d'accord, mais qu'est-ce qui précède? C'est d'abord la sécurité. Aujourd'hui, nous sommes là. Le président du Faso est le président d'exercice du G5 Sahel. Celui au Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes dans une situation quand même dramatique de sécurité. On vient parler d'électricité. En fait, c'est ça qui pose un peu problème C'est la question des priorités. Oui, mais parce que il faut savoir une chose, que comme dit Eugène, quand on fait deux choses à la fois, on a 1000 chances de rater les deux objectifs. Moi, je suis pour qu'on mette le paquet sur la sécurité, qu'on lutte contre le terrorisme. Et le développement viendra effectivement, comme tout le monde le dit, dès que la sécurité est établie, on peut engranger des projets de développement. Mais si on veut faire du développement et de la sécurité en même temps, on ne fera ni développement ni sécurité. Et d'autant que les moyens manquent, et que d'ailleurs les équipements dont le G5 a besoin pour lutter contre le terrorisme manquent en hommes et en équipement. Il fallait 5000 hommes au G5. Il y a à peu près 4000 actuellement. Les fonds qui devaient permettre au G5 de s'équiper, aujourd'hui, là, manquent. Et même le peu qui a été réuni ne sont pas mis à la disposition des pays membres du G5. Je l'ai déjà dit, c'est Expertise France qui gère les fonds destinés à équiper le G5. Et les premières livraisons devaient intervenir en février dernier. Ce n'est pas venu. La première livraison qui va intervenir, vous savez quand? C'est en 2021. D'accord. Merci beaucoup. 2021. 2021. D'accord. 2021. Et j'ajoute une chose. Pour un montant de près de 7 milliards. Et aujourd'hui, personne n'a le contrôle du processus de livraison de ce matériel-là, des véhicules, je ne sais pas quels sont ces véhicules-là, qui vont être livrés pour que nos militaires qui sont sur le terrain puissent lutter contre les terroristes. D'ici 2025, nous avons le temps de mourir. Alors, d'accord. Je pense qu'il y a un problème de priorisation des problèmes. Et puis ensuite, bien entendu, nous n'avons pas l'argent. L'argent est chez les Occidentaux. Pour faire la fête. Alors pour certains, on a vu donc, par exemple, il faudra quand même que Ali, oui. On a vu l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair qui est arrivé. On sait que ces personnes sont souvent au devant des grandes firmes qui vendent donc des compétences ou des produits. Est-ce que le G5 s'est transformé subitement en société d'intermédiation économique, etc. Pourquoi pour ça, c'est moi qui avais la parole. Pour ça, il faut voir l'arrivée de Tony Blair ici comme un lobbyiste qui est venu pour apporter peut-être son expertise, sa connaissance sur un certain nombre de choses, peut-être pour vendre aussi de la technologie ou de l'intelligence, je ne sais pas quoi que ce soit. Mais lui-même, il n'est plus Premier ministre, il n'a plus l'emprise sur le gouvernement anglais. Donc, il est à la tête d'une fondation et il vient parce qu'il y a des gens qui sont réunis, ils sont en difficulté, il va profiter de ils sont réunis autour d'une initiative qui est Desert to Power, dont on ne sait pas qui est derrière cette initiative d'ailleurs. Très rapidement, une seconde. Donc. Mais vous savez, si vous ne savez pas ce que vous voulez, on va vous fourguer du tout, on va vous donner du tout. Aujourd'hui, c'est le printemps du capitalisme sauvage. Et ils vont sucer le sang et ils vont se repaître de la charogne des Africains. Si les Africains prêtent la main à ça, les gens vont y aller. Les gens ne viennent pas sauver l'Afrique parce qu'ils aiment l'Afrique. Les gens viennent faire des affaires en Afrique. Si les Africains ne savent pas ce qu'ils veulent, nous aurons le temps de mourir, comme l'a dit Joachim, pour qu'en 2021, quand on aura fini de mourir, ils nous amèneront leurs armes, mais on ne sera plus là. Je suis vraiment très troublé par beaucoup de choses. Parce que qui dit que 2025, 2021, on a le temps de mourir parce qu'on n'a pas l'argent, ça c'est un choix. Non, je parle des équipements. Je suis d'accord, mais quand vous donnez... La première livraison prévue pour 2021. Quand vous retournez vers l'extérieur pour assurer votre sécurité et vous prenez vos fonds pour faire la fête, mais vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Si on décide que la question sécuritaire est prioritaire, on trouvera l'argent pour le faire. Maintenant, c'est vrai que pour Tony Blair, moi, je me suis dit peut-être quel rôle il joue parce qu'il n'est plus aux affaires. Mais maintenant, il faut se souvenir, et ça c'est encore, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il est venu
Et comment est-ce que les gens ont perçu? Vous savez bien, en 2011, la destruction de la Libye, vous savez le rôle que l'Angleterre a joué? Et on nous dit, oui, on a lancé un appel de combien? C'est $1 milliard. La communauté internationale, tous les gens à qui vous allez aller demander là, ont participé à détruire la Libye. Bon, ça c'est un autre point. Maintenant même en interne, dans la semaine, je pense, on a vu la sortie du président nigérien qui était en visite au Mali et qui dit qu'il a posé la question du problème du statut de Kidal. Mais entre nous-mêmes, on ne peut pas régler ce problème. Les gens quittent un pays, ils rentrent dans d'autres pays, ils trouvent et tuent des gens, ils repartent et puis bon, il n'y a rien. Et ces chefs d'État se retrouvent. Et quand on parle, c'est pour demander des milliards. Bokouba? Bon, je pense que le milliard de dollars US... Non, ça, c'est pour la CEDEAO, Oui, on va tout de suite évoquer. Oui. Mais là, la venue de Tony Blair, Desert to Power, tout ça, c'est quoi? Est-ce que c'est un marché aujourd'hui, le G5 est devenu un marché où on va vendre beaucoup de choses? Oui, c'est un client. C'est un client qui peut vendre, acheter des services, des biens, matériels et immatériels. Donc, un commerçant, il faut qui veut l'acheter. Je veux dire, sa tête ne l'intéresse pas. L'essentiel, c'est qu'il paye. Aujourd'hui, le G5 a signé un accord avec une société qui doit de 7 milliards, 11 millions d'euros, qui va lui livrer du matériel et qui n'est pas été livré en février. Voilà, c'est ceux qui vendent aussi l'électricité via des grosses firmes cachées ailleurs. Bon, c'est à nous de savoir décrypter les messages. Merci, savoir qui est merci derrière. beaucoup. On enclenche parce qu'il y a eu 2 sommets, comme on a dit, double sommet. Il y a aussi le sommet, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Et là, c'était la question du financement. Il faut à peu près 600 milliards de francs CFA dans les 4 à 5 ans à venir, soit $1 milliard. Plaidoyer du président de la conférence, le président nigérien, et plaidoyer aussi du président du Faso. Bon. J'avais un peu dévancé, mais enfin, écoutez, c'est vraiment ce que je retiens, c'est qu'ils se sont retrouvés pour demander $1 milliard. Pour faire quoi encore? On ne sait pas, parce qu'il faut qu'ils se retrouvent une fois que l'argent est disponible pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais moi, je dis le problème, parce que quand on a des rencontres comme ça, j'ai posé le problème du statut de Kidal tout de suite. Attendez, le président Ibeka était là, je pense. Donc, tout à fait. Oui, mais c'est un pays où on sait d'où viennent les terroristes, que ce soit pour attaquer le Niger, le Burkina et autres. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne se trouvent pas pour régler ce problème? Ce problème-là, ils n'ont pas besoin de faire un sommet pour demander $1 milliard. Donc, vous voyez, c'est ça un peu la mauvaise foi un peu de nos chefs de l'État. Donc moi? Bon, je ne sais pas, c'est une lecture différente. Le milliard, je pense que c'est sur 5 ans. Hein. Oui, sur 5 ans. Sur 5 ans. Hein. Le milliard, c'est... À raison de 120 milliards par an. C'est une contribution des États membres de la CEDEAO. C'est pas évident. C'est ce que j'ai... Non, c'est un appel. C'est un appel qui a été lancé par le président nigérien. C'est un appel. Ils vont le financer comment? Mais je ne sais pas, ça n'a pas été... Bon, je crois en décembre, il y a encore des modalités à préciser lors du sommet d'Abuja. C'est un appel. Qui doit être précisé. Mais je pense que ce sommet-là a été l'occasion pour la CEDEAO, pour moi, de reprendre la main. Parce que vous vous rappelez que la MISMA avait été mise en place sous l'initiative de l'Union africaine. Mais pour des raisons de difficultés financières, la MISMA a été déclassée et on a mis en place la MINUSMA sous mandat de l'ONU. Et aujourd'hui, la CEDEAO n'a aucun rôle vraiment dans la résolution de la crise qui sévit dans le Sahel. Et si vous vous rappelez, lorsque Boutros Ghali était secrétaire général de l'ONU, il avait élaboré une théorie qui s'appelle la résolution concentrique des conflits. Quand un problème se pose, c'est l'organisation régionale la plus proche qui s'en occupe. En l'espace, là, c'est le CEDEAO, la CEDEAO. Si l'organisation s'avère incapable, on passe au supérieur qui est l'Union africaine. Mais pour le cas de la MINUSMA, on a déclassé et la CEDEAO et l'Union africaine, et ce sont des mandats qui sont sous le contrôle de l'ONU avec 12 000 hommes. La nuit, c'est quoi? C'est que parallèlement à ça, il y a d'autres structures qui ont vu le jour. Il y a l'initiative d'Accra, puisqu'il y a d'autres pays qui ne sont pas de la CEDEAO, mais qui sont touchés par le terrorisme, que le président du Niger et du Burkina Faso ont évoqué, aussi bien pour le président du Burkina, Abiaris également, lorsqu'il était au sommet du G7. Le Bénin est touché, le Togo, la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas seulement les pays membres du Sahel qui sont confrontés. Mais quand on met en place plusieurs structures, il y a un chevauchement. Et aujourd'hui, je pense que le sommet d'hier, c'était l'occasion pour la CEDEAO de reprendre les choses en main et d'organiser la lutte contre le terrorisme. On va attendre de voir ce qu'ils vont apporter comme précision en décembre prochain lors du sommet d'Abuja. Mais il me semble que
la multiplication des structures. Moi, j'avais peur qu'on ait créé encore une organisation chargée, un bras armé de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme. Le président Youssoufou a dit qu'il n'y aura pas de création de nouvelles structures militaires. Absolument. Les anciennes structures vont rester en place. Il s'agit ici de trouver des moyens pour que la lutte... Mais là, tout le monde est rentré dans la recherche des financements. La CEDEAO maintenant est dedans. Alors finalement, qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui? Est-ce qu'on a deux structures qui... Il y en a d'autres qui sont à la fois à la CEDEAO, il y en a qui ne sont pas à la CEDEAO, qui sont au G5. Il y en a deux structures, à la limite, qui s'entrechoquent. Non, je crois que nos dirigeants sont encore dans le paradigme où ils croient que tout le monde estime que c'est l'argent qui règle les problèmes. Ce n'est pas l'argent qui règle les problèmes. Ce n'est pas seul l'argent qui règle les problèmes. C'est la volonté et la capacité de produire les idées par rapport aux problèmes que nous avons. Aujourd'hui, si on permettait simplement au G5 de se consacrer ce pourquoi il a été créé, les problèmes seront résolus. Moi, j'ai dit aujourd'hui, on est en train de diluer tous les problèmes, etc., etc. Et Evariste a bien fait de poser le problème du Kidal. Voici un cas pratique. Et tout le monde sait aujourd'hui où les terroristes logent. Il y a des études qui ont été faites. On sait là où ils logent. Parce que quelqu'un a dit, par exemple, les terroristes, il a besoin de vivre, il a besoin d'eau, il a besoin de nourriture. Et on sait qu'ils sont agglutinés autour de certains éléments de la nature. On sait. On peut aller les déloger. Pourquoi on n'y va pas? Si vous comptez sur ceux qui ont mis les terroristes et ceux qui les aident... Mais le président Ibeka, pourtant, il est au G5, il est à la fois à la CEDEAO, et il était là aussi au sommet. Il est de tous les sommets. Il est de tous les sommets. Oui. Je veux dire, vous savez, l'hypocrisie dans laquelle nous baignons là, nos problèmes ne seront jamais résolus. Parce que si les gens pensent que c'est la tâche, la parole. Est-ce que le problème, c'est le président Ibeka qui visiblement est impuissant parce que lui-même, pour aller à Kidal, il demande une autorisation pour atterrir à Kidal? Vous savez, le G5 là, c'est la réunion de 5 pays. Si les 5 pays là, se mettent ensemble pour attaquer un problème de front, ils vont réussir. D'accord. Ali? Moi, je suis content que les gens parlent de Kidal ici parce que pendant longtemps, on a occulté la ville de Kidal, pour dire l'état de Kidal dans tout ce qui se passe. On a accusé de gauche à droite, finalement on revient. Mais Kidal, c'est une localité malienne. Et les gens sont là-bas. Ils savent même que le président Ibeka, pour aller à Kidal, demande une autorisation. C'est dans son pays. Donc la dernière fois qu'il y est allé, c'est à la venue de Macron. À la venue de Macron. D'accord. Donc comment ça se fait que l'armée malienne ne peut pas déloger les gens là-bas? Comment ça se fait que le G5 Sahel ne peut pas le faire? Comment ça se fait que la CEDEAO, toutes les armées réunies de la CEDEAO ne peuvent pas le faire? Mais il y a des accords aussi qui sont en négociation toujours. Mais voilà, donc c'est pour... Sur le statut de Kidal. Le président nigérien a d'ailleurs parlé du statut de Kidal. Je viens, c'est pour dire tout simplement l'hypocrisie qui entoure, le mensonge qui entoure le développement de l'insécurité, du terrorisme et tout cela. Au fur et à mesure, ça va se savoir. Alors, merci, et comme Ali. ça va se savoir, ne soyons pas pressés. On a commencé par dire au départ ici que ce sont les hommes, pour parler du cas de Burkina Faso, c'est Blaise Compaoré sur son clan, ensuite c'est ceci, cela, la Libye, l'Union européenne, ensuite finalement on parle de Kidal. Bon, ça veut dire qu'on n'arrive pas à diagnostiquer le mal et on patauge. Et dès qu'on ne va pas bien cadrer le mal, vous m'avez beaucoup coupé. Oui, on est un peu pris par le temps. On aura l'occasion, puisque les téléspectateurs vont rappeler, donc on aura l'occasion de revenir plus approfondir. Je voulais juste sur cette question-là terminer pour le sommet de la CEDEAO. On n'a pas vu le Sénégal, on n'a pas vu le Bénin. Quelqu'un a eu une analyse particulière? Vraiment, nous, c'est connu. Le président Macky Sall? Oui, il était là. Le président du Bénin était là. Pour le G5 ou Non, de la CEDEAO. Oui, parce que le Sénégal n'est pas dans le G5, le Bénin n'est pas dans le G5. Mais pour la CEDEAO, ils étaient là. Mais pour Kidal, la résolution a été claire, ça a été dit. L'unicité du territoire du Malien, ça, c'est pas discutable. D'accord. Ça a été dit lors de la conférence de presse et de la résolution qui a été prise. Et également, le fait de mettre le paquet pour régler la crise libyenne. D'où est partie toute la déstabilisation qui frappe les pays. D'accord, on continue pour terminer sur le troisième sujet au Burkina, c'est la situation sécuritaire nationale, parce qu'il y a quand même des événements qui se sont passés, qu'on ne peut pas passer donc sous silence. Il y a au moins ces attaques dans le centre-nord qui ont causé 29 morts, ensuite 4 gendarmes
qui ont été donc au Sahel également, détachement militaire Baraboulé, Nassoumbou subissant des attaques. Alors, conséquences à Djibo par exemple, on prend le cas de Djibo, départ de la police de Djibo, beaucoup de médias en ont parlé, il y a l'exode de la population de Djibo. Alors, on a vu aussi un communiqué de l'UNAPOL qui ressort un élément important aujourd'hui, c'est de dire que des armements, en tout cas de type militaire, sont refusés aux policiers. Bon, Oui, évoquant leur statut. J'ai évoqué un problème, le problème en fait qui a été soulevé par la réunion de la force G5 d'associer les paramilitaires. Ça, je disais que ça nécessitait des réformes. C'est vrai que le contexte a changé. Et actuellement, nous sommes dans une situation où des policiers se retrouvent en ligne de front. Et vraiment, ils doivent affronter carrément des situations de guerre. Donc, c'est normal. Ici, ils n'ont pas les moyens. Ils ont les anciens moyens pour se défendre. Ils ne peuvent pas. Ali ? Bon, cette situation est vraiment déplorable vu ce qui se passe là-bas. Parce que si on veut associer effectivement les paramilitaires, il va falloir leur donner les moyens nécessaires pour cela. Mais ça ne m'étonne pas parce que dès qu'on a posé la question ici, il y a la gendarmerie qui s'est présentée comme étant la seule force capable de protéger le territoire national. Les autres doivent se cantonner alors que bon, nos moyens ne nous permettent pas. Nos moyens ne nous permettent pas de dissocier les forces comme ça. Il faut conjuguer les efforts à l'intérieur. Si les paramilitaires peuvent apporter une aide, il faut leur donner les moyens d'apporter une aide. Sinon, à vouloir dire non, vous êtes des policiers, vous avez droit à un fusil de 3 coups, alors qu'ils font face à des gens qui ont des armes lourdes, je pense que ce n'est pas très intelligent. Il faut les intégrer dans la lutte de manière sur cette question, aujourd'hui, on parle protéger leur vie d'abord, puis protéger le territoire national. Vous n'allez pas donner les armes à un autre corps et puis laisser l'autre corps. Les attaques continuent, on en parle toujours, les attaques continuent. Les structures militaires sont ce qu'on appelle les cibles dures sont tout simplement attaquées. Alors, mais là, Djibo aujourd'hui, pour certains déjà, on ne dira pas des alarmistes, mais il y en a des gens qui font la comparaison de Djibo et de Kidal, parce que quand la police quitte, par exemple, Djibo, qu'est-ce qu'il a encore resté? Bon, et la population qui s'en va. Deux choses avant d'arriver à ça. Le premier point que je devrais dire, c'est de dire que la guerre entre la police et la gendarmerie, il est temps que ça prenne fin. Il y a une étude qui a été faite, on a commis 101 personnes pour trouver des solutions en 100 jours. Je crois qu'ils vont y arriver et certainement la proposition... Ils ont déposé le rapport déjà. Ils ont déposé le rapport, on risque de faire 100 jours après le rapport aussi. Bon, il faudrait qu'on mette en œuvre peut-être leurs recommandations. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que cette affaire-là, je ne suis pas un historien, mais ça me ramène à l'histoire de la colonisation, où nos braves soldats étaient là avec les bourdindous, et puis ils secouaient, et puis ils mettaient les pierres pour tirer, pendant que de l'autre côté, les colonisateurs étaient là et ils tiraient des canons. Avec des canons. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander aux gens d'aller faire la guerre en face des gens, avec des flèches, en face des gens qui ont des fusils. Je crois que ce n'est même pas... Ce que les gens craignent, ça va même leur arriver. Parce que la frilosité dans laquelle on a pour dire on ne va pas donner des armes actives, c'est quoi que l'on craint derrière? C'est qu'on ne veut pas qu'on protège les gens ou bien c'est autre chose qui est derrière. Donc, en fait, je pense qu'il faut que l'on y arrive. Sinon, aujourd'hui, le Burkina, j'ai peur que dans 2 ans, 3 ans, on ne parle que du Burkina, comme de Djibo, comme de Kidal. On va venir faire un sommet pour dire que Djibo est à partir du Burkina et que le Burkina est indivisible. Parce que nous, on aura créé les germes. En tout cas, voici ce que l'UNAPOL, dans son communiqué, dit: malgré la volonté réelle des policiers d'appuyer leurs frères militaires en guerre au front, qui, admettons-le, ont besoin de soutien de tous, il nous revient qu'une certaine hiérarchie militaire d'une autre époque s'oppose à ce que certains types d'armes soient dotés aux policiers, bien que les armes actuelles de la police soient inadaptées dans les zones de guerre. Effectivement, j'ai vu le communiqué et on a eu l'information. Pareil, moi aussi, j'ai publié aussi. Ils ont une réunion aujourd'hui pour convoquer leurs militants aujourd'hui pour prendre une décision. Moi, j'ai été troublé par cette information parce que je ne peux pas comprendre que dans le contexte actuel, en tout cas, si l'information est avérée, il y a encore une guerre comme ça entre gendarmes, enfin, je sais pas, militaires et policiers. Nous sommes dans une situation de survie. Oui. Dans cette région-là, tous les bras sont les bienvenus, toutes les forces sont les bienvenues et tous ceux qui peuvent contribuer à lutter contre le terrorisme, à chasser ces gens-là de notre pays-là sont les bienvenus.
Maintenant, que je vois une guéguerre comme ça qui est sur la place publique, Parlant des guéguerres, ça me gêne beaucoup. Vokuma, pour être Ça me- précis, Oui. c'est des questions de leadership et ça, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Oui, mais Ce n'est non, pas d'ailleurs au Burkina je sais, seulement. je sais, Le leadership mais- encore existe, Oui. mais là, on parle des questions où il est plutôt dit que les policiers qui sont à Djibo, qui font face aux mêmes terroristes, n'ont pas les mêmes armes et on refuse de leur donner C'est ces ce que armes-là. j'ai dit. Compte tenu du contexte, cette guéguerre-là n'a pas de sens. C'est ce que j'ai dit. Cette guéguerre n'a pas de sens. C'est-à-dire tout ce qui peut contribuer, que ce soit un militaire ou un policier ou un gendarme qui peut neutraliser des terroristes, l'essentiel c'est que la sécurité revienne. D'accord. Ça, c'est l'objectif Évariste, c'est bon. qui nous concerne aujourd'hui. Franchement, ce communiqué trouble, est très troublant et très inquiétant. Parce que C'est quand une même, réalité, on peut c'est pas quelque chose de comprendre- révélé non. quand même. Mais Parce quand qu'on a même, c'est suivi grave. que le Ça président de voudrait l'APN, dire- le secrétaire général de l'APN, a eu à faire une sortie sur les médias et on a demandé à ce qu'on les sanctionne pour avoir dit que dans les commissariats, les unités ils ont moins d'armes par rapport à leur nombre et tout ça. On a demandé à ce qu'on les sanctionne, mais voilà qu'aujourd'hui, le syndicat lui-même, il dit quelque chose encore. Non, c'est terrible, hein. Sincèrement, quoi. Il faut que les autorités, quand même, se ressaisissent. Parce que là, on tombe vraiment très, très bas. Il est question de vie. Les gens sont laissés à eux. Et pour des questions, je ne sais pas quoi, de leadership, on laisse toute une population à elle-même, on la lève. Et bon, non, franchement, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui va pas. D'accord. Non, Le dernier. Oui, on va faire appel à notre ami Nyotian Ahmed Bahari, qui avait dit que quand vous avez la fièvre, ce n'est pas la peine de vous attaquer au thermomètre. D'accord. Donc, c'est de dire, non, les gars sont en train de dire des choses. Malheureusement, si ce qu'ils disent là est vrai, en les sanctionnant, vous ne réglez pas le problème. Merci. Alors, on va terminer avec la Côte d'Ivoire. On a vu un meeting, en tout cas ce week-end-là à Abidjan, meeting conjoint PDCI, FPI. On va dire déjà que l'allumage a commencé. Les relations ont repris entre FPI parce qu'on sait que Gbagbo et BD se sont rencontrés il n'y a pas longtemps. Alors, et on a vu ce meeting-là qui a quand même fait beaucoup de monde. Et ça a dit que cette coalition anti-RHDP est en marche. Oui, c'est une coalition qui est en marche. Bédier l'avait annoncé lorsqu'il a rompu avec le RDR dans la création du RHDP. Il avait dit qu'il allait créer une large plateforme qui va rassembler, selon ses mots, les démocrates, les patriotes pour sortir le pays de là. Donc c'est cette dynamique-là qui continue. Il y a eu des concertations, il a rencontré le FPI à Abidjan, ses émissaires l'ont rencontré, lui-même a rencontré Afin Guessor, puis il est parti à Bruxelles, rencontrer Laurent Gbagbo, où Laurent Gbagbo lui a déroulé le tapis rouge avec tous les moyens logistiques, tous les honneurs, tout le faste, tout. Et c'était impressionnant. Donc, ils ont discuté. Ensuite, parce que dans la coalition, il y a Guillaume Soro également. Il y a le Rassi. On a vu la présence remarquable du Rassi. Voilà, Alain Loboyon a pris la parole samedi lors du meeting. Mais le 10 août, Guillaume Soro lui-même a animé un meeting à Paris, le 10 août. Et à ce meeting-là, il y avait le PDCI, il y avait le FPI. Donc la coalition est en marche. Et le meeting d'hier, comme l'a dit le secrétaire général du PDCI, ce n'est que le début. C'est un échauffement, ce n'est que le début. Et cette coalition-là va se mettre en place. Ils ont énuméré un certain nombre de points sur lesquels ils entendent obtenir des solutions auprès du président, avec le pouvoir en place, la CEI notamment la CEI, et l'établissement des cartes nationales d'identité. Donc, cette coalition est en marche et je pense que dans les mois à venir, elle va se renforcer parce que tout simplement, le président Ouattara a décidé de rompre l'accord qu'il avait avec le PDCI et c'est la conséquence de cette rupture-là auquel nous assistons aujourd'hui. Alors Ali, c'est donc la consommation vraiment avec digestion complète de la relation Bédier-Alassane ou Soro-Alassane. D'accord, mais aujourd'hui quand on regarde, c'est quand même un peu contre nature. En 1995, on va faire un peu d'histoire, c'était le PDCI seul contre le RDR et le FPI dans le Front républicain. Et puis ensuite, ça se renverse. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette configuration où c'est le PDCI, des ennemis d'hier, contre aujourd'hui un ami d'hier. Bah, vous savez, le mot ennemi en politique, ça me fait toujours rigoler. Quand on me dit, lui là, c'est un ami
c'est mon ennemi politique, ça me fait rigoler parce que c'est au gré des intérêts, des trucs que les unions, les désunions se font. Aujourd'hui, comme Bokuma l'a si bien dit, apparemment le RHDP créé autour de Alassane Dramane Ouattara ne veut pas respecter un certain nombre d'engagements qu'il avait pris. Bon, vis-à-vis du PDCI, vis-à-vis également de Soro. Bon, donc, ces gens-là vont se retrouver, notamment le PDCI. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu un moment donné, PDCI et FPI contre RDR de Alassane. Vous l'avez dit, voilà. Aujourd'hui, il y a Soro qui est mis de côté, mais qui vient aussi avec son racisme. Donc, tous ces gens-là vont faire une coalition contre le RHDP seul. Et ça promet des lendemains assez houleux à Abidjan, surtout que le meeting fait par le PDCI, le PDCI, le FPI et le RACI hier, bon, a été un très grand meeting. Donc, du coup, ça va donner des ailes au... Le rouleau compresseur, il semble assez fort. Je voudrais donner une bonne définition à mon ami. De l'ennemi en politique. Voilà. Mais le contraire. Un ami politique, c'est quelqu'un qu'on n'a pas encore fini d'utiliser. Un ami politique, c'est quelqu'un qu'on n'a pas encore fini d'utiliser. Quand vous finissez de l'utiliser, il n'est plus votre ami. Donc les ennemis, en politique, la notion d'ami, d'ennemi, ça ne veut absolument rien dire. Même si vous prenez notre pays, les gens qui ont marché ensemble... En fonction des opportunités. En fonction des opportunités. Les gens qui ont marché bras dans le bras, bras sous le bras, aujourd'hui ne se parlent plus. Ceux qui, à l'arrière, se sont tirés à boulet rouge, là, c'est eux qui sont devenus copains. Et comme vous l'avez si bien dit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, quand celui qui est au pouvoir, quand il enlève la main de ses amis, ils partent et ils se mettent ensemble pour venir retirer le plat. Et ça, c'est normal. Aujourd'hui, ce que le PDCI et le FBI font ensemble, demain, quand le RHDP, s'il perd le pouvoir et qu'il n'est pas là, vous allez voir que le RHDP va aller joindre un autre camp pour essayer de retirer. La question, c'est donc, qu'est-ce que cela peut avoir comme éventualité pour 2020 ? Si, par exemple, Alassane Ouattara n'est pas candidat, au cas où il n'est pas candidat, parce que lui-même, il s'est toujours dit que c'est toujours réservé à répondre clairement. Il dit qu'il va répondre en 2020. Il va donner sa réponse en 2020. D'accord. OK. Évariste ? Alassane Ouattara ne pas être candidat, ça serait très étonnant, voyez-vous. C'est sûr que, bon, il a fait quand même modifier la Constitution, il a posé un certain nombre d'actes, tout ça, ce n'était pas pour venir au finish dire qu'en politique, c'est le temps. Le timing est très important. Maintenant, ce qui risque d'arriver, ce qui est sûr que, vous avez vu dans toute l'histoire, de 99, 2010 à 2020, il y a eu des coalitions. Il y a eu des coalitions contre Bédié, contre Gbagbo. Cette fois-ci, il risque d'avoir une coalition contre Ouattara. Et les résultats, on risque de... Chacun à son tour. Voilà, chacun à son tour, c'est ça. D'accord. On va prendre un téléspectateur, M. Sidibé Boukari, qui appelle de Dédougou. Il voulait intervenir sur le cas d'Ibril Bassolé. Monsieur Sidibé, bonjour. Oui, votre matinée. Nous allons très bien ici. Dieu merci à Dédougou aussi. Allez-y pour votre intervention. Voilà, pour l'évacuation de M. Djibril Bassolé, moi je voulais poser la question. Pourquoi nos autorités aussi n'ont pas travaillé à ce qu'on gagne ces hôpitaux-là aussi de référence aussi au Burkina Faso? C'est des gens qui ont trop duré dans des affaires ici. Il ne faut pas que le Burkina Faso soit, au moins c'est un cimetière. Au moins 27 ans de pouvoir ici. Au moins, on ne doit plus encore chaque fois aller de l'autre côté, aller se faire soigner. Parce qu'on a les moyens. Et nous autres n'avons pas les moyens là. Nous, on fait comment? Le gouvernement ne va pas nous envoyer là-bas. Au moins, quand même faire des hôpitaux aussi, des références aussi, qu'ils puissent se soigner ici. Est-ce qu'on allait arriver à cette stade en train de parler comme ça? On allait sortir directement l'envoyer là-bas. Ou bien, nous avons l'intérêt à travailler que tout le peuple burkinabé doit se soigner ici. On doit interdire même que des gens, nos autorités même pas se soigner là-bas. Ils doivent se soigner au Burkina Faso, même l'éducation, tout. On doit s'éduquer ici. Mais si vous avez l'argent, vous envoyez vos enfants là-bas, vous partez vous soigner là-bas. Mais quand on décède là-bas, on dit d'amener le corps au Burkina Faso. Le Burkina Faso est devenu un cimetière? Non. D'accord. Monsieur Sylvain, on vous a compris, oui. Sauf qu'ici, on n'est pas dans ce débat. Le débat ici, c'est de dire quand quelqu'un est malade, il a droit à une évacuation. Qu'est-ce qu'on fait? Non, il a soulevé un problème de fond. Pourquoi? C'est une question. Normalement, tous les citoyens devraient pouvoir avoir la même capacité. Mais non, mais c'est aussi la gouvernance. Est-ce que les populations demandent, exigent ça de leur gouvernement? Moi, je voulais dire quelque chose. C'est ça. Vous savez, à la Troisième République, vous savez comment Yalagdo a eu un groupe électrogène de relais? Parce que le ministre de la Santé a eu sa mère sur une table d'opération et le courant s'est coupé
quand sa mère était sur la table d'opération. C'était qui le ministre là? Non, je vais non. Non, quelle année? Quelle année? Et après cela, Yaoundé a eu un groupe de relais pour parer à d'éventuels. J'ai vu une image qui circule où les Ghanéens ont frappé un Nigérien empêché leur autorité d'aller se soigner en Suisse, en Allemagne. Je pense que ce que les Burkinabés doivent faire, c'est se mettre ensemble et quand il y a un de nos gouverneurs qui part se soigner en France, qu'on se mette sur le tarmac pour qu'il ne descende pas et qu'il continue ailleurs. Mais il faut aussi, pour ne pas inviter à l'extrémisme, il faut dire que les évacuations ne concernent pas que les autorités. Hein. Toutes les couches sont évacuées au Burkina pour se faire soigner. La question des infrastructures, les plateaux techniques sur place est une réalité, mais ce n'est pas que les autorités qui sont évacuées. C'est vrai que ce qu'on a évoqué là, c'est un problème de citoyenneté, mais le cas dont nous avons parlé, le cas de M. Bassolé, est quand même un problème de droit. Voilà. On l'empêche de jouir de ses droits. Ok, merci. Monsieur Ilboudo Anselme, qui est à Ouaga, lui, il s'intéresse à la marche meeting des syndicats. Monsieur Ilboudo. Oui, monsieur Sawarro. Bonjour, monsieur Ilboudo. Oui. Moi, j'aimerais réagir à la meeting du 16. D'accord, allez-y. Ok. Moi, je voulais dire à ceux qui pensent que le moment n'est pas opportun, voilà, de savoir aussi que, en tout cas, si on est en guerre aussi, si on est en crise, ce n'est pas encore le moment. Dans un pays comme le Burkina Faso, où on voit des détournements, où on entend parler de blanchiment d'argent, et le chef de se tait. Alors on a besoin d'argent pour soutenir la guerre. On a besoin d'argent pour équiper nos soldats. Donc ce n'est pas encore aussi le moment où dans le chaîne de commandement, surtout le cas des policiers à Guiro est illustratif, où on voit même que les policiers disent qu'ils sont sous-équipés. Ils sont dans une zone de guerre alors qu'ils n'ont pas d'armes de guerre. Et l'autorité se tait. On ne peut pas déployer des gens dans une zone de guerre tant qu'ils n'ont pas d'armes de guerre. Cela répond à quoi? Il y a aussi les syndicats. Les syndicats de tous bords protestent. À chaque fois, les syndicats réclament de meilleures conditions de vie. Et le chef d'État, au lieu de convoquer tous les syndicats associables pour s'entendre avec eux, les présenter la situation nationale du pays, et maintenant, en tout cas, demander leur soutien, demander leur indulgence pour qu'ensemble, on se mette dans la main pour que le Burkina puisse avancer. Et nous devons comprendre que la situation est telle que le président du Parti peut convoquer même une réunion nationale avec tous les fils et filles du Burkina Faso pour qu'on trouve une ligne directive pour lutter contre le terrorisme. Tout ça, ça demande en tout cas. Le président du Parti, il donne toutes les raisons à chacun de penser que non, en tout cas, il n'est pas l'homme qu'il nous faut, il n'est pas là pour nous et vraiment, il ne se donne pas pour, en tout cas, nous aider dans notre situation. Merci. Voilà. Monsieur Ilboudo, on a entendu. Réaction? Bon. Il répond à ceux qui disent que ce n'est pas le moment, le contexte ne s'y prête pas. Il estime que le contexte aussi, dans ce même contexte, il ne s'y prête pas aussi. On voit des détournements d'argent, etc., qui auraient pu servir, voilà, à contrario ou en contrepartie, à aider, à financer la lutte contre le terrorisme. Oui, bon, vous savez, ce sont des sujets polysémiques. C'est-à-dire, chacun peut se faire une lecture particulière du sujet. Lui, il estime que le contexte n'empêche pas une manifestation de grande envergure. C'est tout à fait son droit. Bon, là, le débat qui nous a occupé, c'était la légalité de la manifestation. Voilà, c'était pas la légitimité. C'était pas la légitimité. Mais les deux à la fois. Hein. Non, là c'était une question. La légitimité, c'est pas seulement la légalité, mais la légitimité aussi. Non, là, ce qui nous a occupé, c'est la question de la légalité. C'est-à-dire, est-ce que la demande est déposée dans les délais? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pas une question de légitimité. Si en termes de légitimité, tout citoyen est légitime de revendiquer un certain nombre de choses, d'améliorer sa condition de vie. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, c'est comme je dis au début, on ne peut pas rester dans le flou comme ça. C'est une manifestation suivie de grèves. Voilà. Si les textes ont été respectés, il faut que les gens manifestent et qu'ils fassent la grève. Si les textes ne sont pas respectés, il faut que le gouvernement soit clair en disant la manifestation n'est pas autorisée, elle est interdite.
Donc, on demande aux syndicats de ne pas manifester parce que c'est interdit et qu'ils prennent des mesures, pour éviter des débordements, qu'il y ait des images qui ne sont pas très bonnes pour notre pays, dont on a déjà des problèmes, on ne va pas en rajouter. Ou bien, oui, il autorise la manifestation et puis on n'en parle pas. On ne sommes pas dans un pays autoritaire ou autoritariste où les libertés syndicales sont bafouées. D'accord. Évariste, vous voulez dire quelque chose rapidement? On va prendre notre... Nous ne sommes toujours pas situés. Hein, Et pourtant, le message radio du mais gouverneur... c'est à l'Est, c'est le gouverneur de l'Est. Il n'est pas le seul gouverneur, c'est que peut-être que tous les gouverneurs ils relèvent de l'administration territoriale. Alors, très rapidement, on va prendre M. Ilboudo François, qui est à Ouagadougou, qui appelle pour intervenir sur la situation sécuritaire. Monsieur Ilboudo. Oui, je vous écoute. C'est moi qui vous écoute. Ok, je vais tout simplement dire qu'en réalité, je n'ai pas compris jusqu'à présent l'attitude du gouvernement qui s'attend à ce que nos fameux chefs militaires décident de comment on va gérer la sécurité de notre pays. Parce que moi, je pense que quand on est au pouvoir, c'est qu'on a les coups de franche pour agir et qu'il y a une personne qui doit prendre ça veut dire la décision en dernière position. Et c'est vrai que je respecte le fait que le président du FASO c'est un homme de consensus, mais il y a des moments où il faut prendre la décision. Parce que si Djibo tombe, on a perdu le Nord. Ça, il faut être clair et net avec tout le monde pour qu'on puisse comprendre. Pendant une situation où des gens sont déjà à Kaya, qui est à 505 km de Ouagadougou, des gens sont en train de tergiverser, alors qu'on sait qu'en 30 minutes avec un pick-up, on lance à Ouagadougou, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Parce que moi, je suis révolté. Parce que ça fait depuis 2015 que j'attire l'attention du gouvernement sur la situation du Nord. Mais il a fallu qu'au départ, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'on tape dans tous les pays. Maintenant, on est dans une situation où ils ont compris que c'est pas dans la manière dont on tape dans tous les pays, c'est pas la même manière qu'on tape au Burkina. Si on déstabilise le Burkina, toute l'Afrique de l'Ouest va tomber. Tout le monde le sait maintenant. Mais comment se fait-il qu'à jusqu'à 7 heures, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que c'est pas une situation de corps, de paramilitaires et de militaires, mais c'est une petite situation du Burkina qui est en train de partir. Et puis le président est là, il écoute. Alors que les gens avancent, moi je ne comprends pas cette attitude. Donc moi à un moment, s'il n'est pas capable de prendre des décisions, qu'il démissionne et qu'il laisse le pouvoir pour qu'on sache maintenant qu'on n'a personne pour nous diriger et que chacun va se défendre comme il peut. Parce qu'on ne peut pas tergiverser toute la vie. On est devant une situation très grave. Ouagadougou, même les solutions à 35 km de Ouagadougou. Il faut quand même agir à un moment pour sauver le pays. Merci, M. Ilboudo. On vous sent un peu ému. Merci pour votre intervention. Ali? Je voulais dire sur la question, moi j'ai dit ici sur le plateau, le jour où on a tiré à Cappuccino, j'ai dit nous étions en guerre. Bon, j'ai fait l'objet d'un lynchage en règle sur sa question. Je suis désolé et ça me fait très mal d'avoir raison. Parce que je voulais être mis en minorité sur cette question. Et pendant longtemps, on a dit, la façon de diriger ce pays, ça ne peut pas continuer comme ça. Et quand le monsieur parle, quand il dit les terroristes sont à 105 km de Ouagadougou, en simple pick-up, ils rentrent à Ouagadougou, il ne rigole pas. Il est très sincère. Et je pense que les forces de défense et de sécurité, au lieu de dire nous allons faire appel aux paramilitaires, il faut que ces forces de défense et de sécurité travaillent déjà la main dans la main. Quand les gendarmes sont d'un côté, les militaires sont de l'autre côté. Il semble même que maintenant, il y a un seul corps de commando, le RPC de Dédougou. On a détruit le RSP pour plusieurs raisons. À tort ou à raison, je ne reviens plus sur ça. On a détruit beaucoup de choses. On a détruit notre renseignement. On a tout foutu en l'air. Aujourd'hui, on fait face réellement à un problème sérieux. Et dans ce pays, on ne veut pas poser les problèmes. Laisse qu'on pose les problèmes. Les gens disent non, alors, ça ne va pas. Donc aujourd'hui, je veux seulement dire qu'aujourd'hui, il faut, comme le monsieur l'a dit, il y a un président du FASO, c'est le commandant en chef. Il s'appelle Roch-Marc Christian Kaboré. Il a juré de garder l'intégrité du territoire national. Il a juré de protéger tous les Burkinabés. Il n'a qu'à rentrer dans la plénitude de ses fonctions. Il n'a qu'à être Roch-Marc Christian Kaboré, le président du FASO. Il ne faut pas qu'il soit là en train de tergiverser. Non. Ceux qui nous attaquent ne tergiversent pas. Hein. Donc, il faut à un moment donné que le président se réveille un peu et qu'il donne le cap, il dise aux gens réellement qu'est-ce qu'on fait. Alors, est-ce que vous pouvez apprécier aussi la question de communication? Parce que ça fait 72 heures, la question des Guibo se dit. On dit que les policiers s'en vont. On a des audios, on dit qu'ils sont en train de marcher, ils sont en moto. On dit que les baraboulés. Et c'est un silence radio. J'allais chuter sur ça pour dire que face aux difficultés que nous rencontrons tous, on ne sait pas réellement ce qui se passe au Nord. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a Guibo est vide, Guibo n'est pas vide, et ceci et cela. Et le gouvernement est muet autour de la question.
qui croient dans cette histoire. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne savent peut-être pas ce qui se passe là, ou bien ils s'en fichent. André, Donc, à nous dire. Non, moi je voulais dire, nous autres qui sommes nés au village et qui avons pataugé dans les marigots, qui avons chassé les margouillas, il arrivait de temps en temps que nous ayons une bagarre entre villages. Et il y avait un chef de bagarre qui réunit son monde derrière et on part, on attaque et on fait la bagarre. Et il y a un chef de bagarre qui est là et c'est lui qui mobilise. Et si vous avez un peureux, toute la troupe s'en va. Si vous avez quelqu'un qui dit on part pour vaincre, les gens qui sont derrière là avec nos bâtons, nos lance-pierres là, on part à la bagarre et on gagne la bagarre. Aujourd'hui, ce que je pense que le Burkina, ce dont le Burkina a besoin, c'est un chef de bagarre qui dit, le Burkina là, je suis le premier à mourir, venez, on y va. Et... Mais si Chérif, quand même, c'est le ministre de la Défense. Je voulais dire aujourd'hui, si nous voulons gagner la bagarre, il faut que nous ayons des gens qui aiment la bagarre. Mais doyen, moi je pense qu'il faut que tu ailles vraiment droit au but. Alors, dire les choses clairement. André, La dernière fois, j'ai pris l'exemple oui. du général Diap qui avait fait des aveux. Il dit que la guerre, c'est l'homme, c'est pas le fusil. Donc ici, c'est l'argent. On a tout mis sur l'argent. On a un ministre de la Défense, on a un chef d'état-major des armées. Ce n'est pas eux les gars de la bagarre. Alors, on prend M. Kindo qui appelle de Ouaga, qui revient sur le sommet du G5 Sahel et de la CEDEAO. M. Kindo. Oui, allô? Oui, nous vous écoutons pour votre intervention. Ok, merci. En fait, moi, avant de venir un peu sur la question sécuritaire de façon globale, moi, ce que j'allais demander à ceux qui sont sur le plateau, de traiter la question sécuritaire de façon objective, sans trop d'émotion, éviter d'inviter des groupes d'intérêt et qui se défendent, qui se battent parfois dans ces débats sur la question sécuritaire. Parce que j'ai comme l'impression parfois, vous n'allez pas au bout de votre logique. Quand vous demandez par exemple pourquoi IBK a besoin d'autorisation pour aller dans une partie de son pays, c'est en ce moment que vous allez comprendre que ce qui est en train de se passer entre le Burkina et le Niger n'est pas est plus profond que ce qui s'est dit, les analyses superficielles qu'on fait. Quand par exemple au sein de l'armée, les militaires parfois contestent le fait, disent parfois que sur le terrain, on voit des groupes, on veut tirer, mais il y a quelqu'un qui vous dit de ne pas tirer. L'ordre, ça vient d'où? Donc, je crois que si nous nommons mal les problèmes, nous ne pourrons jamais résoudre le problème. Tout le monde sait que le terrorisme, ce qui se passe dans la zone, ce sont les mêmes qui ont détruit la Libye, ce sont les mêmes qui ont détruit la Syrie, ce sont les mêmes qui sont ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la marque de fabrique de l'extérieur. Et tant que nous ne verrons pas le phénomène de cette façon et que nous allons inviter nos querelles d'intérêt à l'intérieur, ça ne sortira jamais. Merci, M. Kino. Merci. Juste seulement pour dire que, je suis l'avocat donc de mes invités. En réalité, les questions qui sont débattues ici, ils le font en toute objectivité avec l'essentiel des informations qu'ils disposent. Alors, la question sécuritaire que vous dites, tout le monde n'a pas ces informations. C'est justement pourquoi on a donné la possibilité aux gens d'appeler et de donner aussi d'autres informations et de participer aussi à enrichir davantage le débat. Oui. En fait, il a compris ce que nous disons. Et bon, personnellement, je pense qu'on fait confiance aussi à l'esprit critique de ceux qui écoutent et qui nous regardent. Il dit qu'on ne va pas jusqu'au bout. Si, on va jusqu'au bout. Quand on dit que le président malien a besoin d'une autorisation pour aller à Kidal, qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Il ne comprend pas que le Kidal n'est pas sous l'autorité du gouvernement du Mali. C'est aussi clair que ça, c'est aussi simple que ça. Et pourquoi Kidal n'est pas sous l'autorité du gouvernement du Mali? Et qui gère le Kidal?
C'est Barkhane. Et doit-il aller derrière qui? Voilà, oui, c'est l'armée Il est allé à française. Kidal derrière quelqu'un? Il sait bien que c'est Barkhane, c'est l'armée française qui gère Kidal. Et l'ancien ambassadeur de la France au Mali a dit clairement qu'on a livré Kidal aux terroristes, aux djihadistes. Il a dit ça. Il a dit dans un livre. C'est pas des informations confidentielles. Il a dit. Et donc, quand on a déjà dit ici plusieurs fois, mais quand on n'est pas obligé tout le temps de répéter avec les mêmes mots à chaque émission pour dire ceci ou cela, mais ce qu'il a dit, effectivement, nous l'avons déjà dit, et les autres aussi, je pense que les autres téléspectateurs aussi ont compris cela. Alors, M. Kindo a dit quelque chose. Oui. Il dit que souvent, entre le Burkina et le Niger, quand on aperçoit des troupes, quand on veut attaquer, l'autre vient d'ailleurs et on dit non, n'attaquez pas. Je vais ajouter une chose. Il y a une mission parlementaire qui était au Niger, une mission parlementaire française qui était au Niger ou au Mali récemment, qui est rentrée et qui a commis un rapport dans lequel il dit, effectivement, sur la base des témoignages et des confidences des militaires qui sont sur place, qu'on est parti pour une guerre illimitée. Une guerre illimitée. Donc, ce qui se passe dans le Sahel, au Niger, au Mali, au Burkina, nous échappe. Il y a beaucoup d'enjeux stratégiques, géostratégiques qui se jouent là-bas et nous n'avons peut-être pas tous les moyens logistiques pour faire face à ces enjeux-là. Résultat, monsieur a raison, nos destinées sont entre les mains de puissances qui manipulent et qui défendent leurs intérêts dans la zone. C'est ce qui se passe actuellement. Et dans les mois à venir, on le verra, on va assister à l'arrivée massive de nouveaux équipements là-bas, en drone, en hélicoptère de combat, en chars et tout, pour équiper les forces étrangères qui sont là-bas et censées lutter contre le terrorisme. Et ça, nous le disons ici, nous n'avons pas, en tant que journalistes civils, nous n'avons pas les moyens d'agir concrètement. Mais en le disant, on alerte l'opinion et nos autorités sur ça. Merci, André et Vokuma. Oui. En une seconde, pour terminer l'émission. Non, ce qui est sûr, chaque pays, la sécurité d'un pays, on ne peut pas la sous-traiter. Hein. Donc, il revient à chaque pays, à chaque population, parce que là, pour le moment, nous en sommes au FDF, mais s'il le faut, tout le peuple burkinabé devrait se mobiliser pour défendre sa vie et ses biens. Merci. Voilà. C'est avec Évariste Konsebo qu'on va donc terminer cette émission. Je rappelle que nous étions donc au plateau de Presse Éco sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Mais j'ajouterai que la chaîne qui défie les autres chaînes également, parce qu'une dernière étude donc, de Africascope 2019 a placé BF1 en tête des chaînes de télévision au Burkina, donc loin devant la TNB, donc qui est le poursuivant immédiat, qui totalise 17,1%. BF1 s'en sort avec 18,1%, donc on est chaîne leader. C'est grâce à vous tous, c'est grâce aux téléspectateurs et merci à vous donc, pour la confiance à Presse Ego. J'étais donc avec Évariste Faustin Konsebo, il est chroniqueur média, président du SEC d'éveil, Association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORAC, et également André-Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Merci André-Eugène Ilboudo d'être venu. Mamadou Ali Compaoré, journaliste, ancien rédacteur en chef, présentateur et également du 20h à la RTB Télévision Nationale. Merci d'être passé. Et puis enfin Vokuma Joachim, journaliste, directeur de publication de Cassetto.net, qui est un journal qui paraît en ligne. On était très heureux d'être avec vous en cette journée de dimanche pour débattre des sujets. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro si Dieu le veut.